Aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 millier de personnes qui sont accompagnées. Quand on a un rendez-vous, 50% du temps, on a un partenariat qui est mis en place ensuite. J'ai vu que tu avais reçu une lettre d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est des paillettes ? Mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret derrière ? Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Yann, ça va ? Bonjour Franck, super, la forme. Yann, je te reçois aujourd'hui pour parler d'inclusion, de handicap, de public avec lequel il faut créer un lien particulier. Toi, tu diriges le programme Boxe pour tous de l'association Apollo. Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association ? Eh bien, bonjour à tous les auditeurs du podcast Investir le Ring, et évidemment à toi Franck. Merci de l'invitation. Donc moi je suis Yann Mazet, effectivement je dirige le programme de Boxe pour tous de l'association Apollo, qui est un programme qui est engagé depuis une dizaine d'années maintenant dans la promotion de la pratique de la boxe auprès des publics en situation de fragilité, qu'il s'agisse de personnes en situation de handicap, dans le champ de la réinsertion, des seniors, de la protection d'enfance et du milieu socio-éducatif. Voilà. Moi, j'ai rencontré l'association en fait par le biais d'un ami qui est un des cofondateurs de l'Apollo, qui s'appelle Sébastien Bourne Madelena, qui à l'époque m'avait parlé de son projet. Donc c'était en 2019, et puis je l'ai rappelé une quinzaine de jours après. J'étais en recherche de sens dans ma carrière. Ça m'a paru être des planètes totalement alignées. On était tous les deux dans une posture où on s'est dit il faut qu'on se lance. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette belle aventure association Apollo. Tu faisais quoi avant de rejoindre l'association ? Alors avant de rejoindre l'association, j'ai travaillé dans l'équipement automobile, donc absolument rien à voir. Et puis également en agence de conseil. Mais force est de constater que j'avais pas réellement trouvé ma place, le sens que je cherchais dans mes activités professionnelles. Et puis j'ai eu la chance d'avoir cette belle opportunité d'intégrer l'association Apollo, et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Donc si je comprends bien, tu travaillais ni dans le secteur associatif auparavant, ni avec ce type de public. Absolument, ni l'un ni l'autre. Et quel a été le déclic parce que là tu faisais quand même un énorme changement par rapport à ce que tu faisais auparavant, d'un le secteur associatif, du public différent. Quel a été un petit peu le cheminement pour que tu fasses le pas ? La concrétisation en fait de notre travail sur le plan humain. Je dirais que c'est la motivation numéro 1. Ne serait-ce que de voir des personnes dont l'attitude change, la prise de confiance en eux, le développement de leurs capacités également, que ce soit sur le plan physique et mental grâce au sport. Donc c'est tout ça qui m'a motivé à rejoindre ce projet. Donc la motivation est essentiellement humaine au départ, et puis parce que certainement que moi, pour m'épanouir également totalement professionnellement, j'avais besoin de ce levier-là aussi, de rendre le sport utile auprès de personnes qui en sont parfois assez éloignées. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la difficulté de mise en relation entre les clubs sportifs et puis les établissements du milieu médico-social, qui pèsent à peu près à 70% dans les freins à la pratique du parasport en France. Les 30% restants étant plutôt sur la difficulté d'accès aux lieux de sport. Voilà, donc c'est ça qui m'a incité aussi à agir là-dessus, en trouvant une approche innovante, de nouvelles méthodes, pour aider à ce que y ait davantage de personnes en situation de fragilité qui pratiquent le sport. Alors, de façon très concrète aujourd'hui, tu as 15% des personnes en situation de handicap qui pratiquent le sport, quand
dans le même temps, les personnes non porteuses de handicap sont 66% en France à pratiquer le sport. Donc on se rend compte qu'il y a un véritable enjeu de santé publique déjà, parce que ne serait-ce qu'en investissant 15 milliards d'euros dans la défense du sport et évidemment de la boxe en France, ça nous permettrait de réaliser 194 milliards d'euros d'économies en matière de dépenses de santé publique. Okay. Donc c'est un vrai sujet. C'est un sujet également en termes d'insertion professionnelle, puisqu'il y a de belles perspectives qui s'ouvrent par la pratique, notamment de la boxe adaptée et de la handibox, que ce soit pour les fournisseurs de matériel, que ce soit pour les coachs de boxe aussi. Voilà, donc il y a tout un tas de leviers comme ça qui est hyper intéressant et qui fait qu'on peut se dire que la boxe apporte au handicap, certes, mais qu'aussi le handicap en retour a beaucoup à apporter à la boxe. Bien sûr, ça questionne, ça va dans les deux sens, il y a des synergies qui se créent. Toi, tu diriges le programme Boxe pour tous au sein de l'association Apollo, donc qui est rattaché au Apollo Sporting Club. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est Apollo ? Ok, alors Apollo Sporting Club, c'est un réseau de salles de boxe privées en France, qui, il me semble, en termes d'implantation, est le premier réseau de salles de boxe en France, donc présent de Lille jusqu'à Aix-en-Provence, avec pas moins de 9 salles, je m'en souviens, sur la région parisienne, et une à Lyon. Donc ça, c'est pour la partie salle privée. Moi, la partie dont je m'occupe, c'est une autre entité au sein du groupe qui s'appelle l'association Apollo, qui, elle, a cette particularité d'intervenir exclusivement auprès des publics en situation de fragilité. C'était jusqu'il y a 2 ou 3 ans encore une partie du groupe qui était pas forcément connue des adhérents entre guillemets classiques de l'Apollo Sporting Club. Et là, on sent que ça s'ouvre de plus en plus. Ça s'ouvre notamment avec l'organisation des galas de boxe qu'on fait tous les 2-3 mois, où là, les langues se délient aussi, puisqu'on peut avoir des adhérents qui sont touchés familialement, personnellement par le handicap, et qui nous disent tiens, je savais pas que l'Apollo vous faites des cours de boxe adaptée ou de handibox, ça tombe bien. Moi, j'ai ma sœur qui est dans un foyer, et j'ai eu le cas là récemment sur un foyer dans le 12e, et les cours de boxe se sont mis en place là-bas. D'accord. Juste pour qu'on comprenne bien, le Apollo Sporting Club, c'est une entité à but lucratif, comme une entreprise classique, tandis que l'association a un but non lucratif. Alors l'association, elle a un but humain, un but d'impact social, et qui est en parfaite complémentarité avec l'Apollo Sporting Club, puisque notamment on s'inspire aussi nous des méthodes commerciales de l'Apollo Sporting Club pour contacter les structures, pour aider justement à promouvoir davantage la boxe dans les structures. Voilà, donc pour nous c'est pas un grand méchant loup. Le commerce, au contraire, c'est un outil pour nous aider à développer davantage encore la pratique de la boxe chez les personnes en handicap. C'est intéressant de voir comment tu le perçois comme une complémentarité et un secteur dans lequel tu peux aller trouver des outils sans forcément l'opposer lucratif, non lucratif. Ouais, c'est un modèle un peu hybride. Et puis on a la chance aussi de bénéficier du réseau des salles Apollo Sporting Club qui nous permettent aujourd'hui, ne serait-ce que sur Paris, il y a 5 salles à Paris, d'avoir 21 heures de cours quand même pour les publics en situation de fragilité. Donc ça, c'est une chance qu'on a aussi au niveau de l'association de pouvoir mettre à disposition les salles d'Apollo Sporting Club. Rentrons dans le détail sur l'association Apollo. Tu m'as dit qu'elle a été créée en 2019. Alors, l'association Apollo a été créée en 2015. 2015. Et moi, j'ai rejoint l'association en 2019. D'accord. Donc, entre 2015 et 2019, il y a eu une espèce de veille, où l'association avait une activité qui démarrait. Et l'idée, justement, d'avoir rejoint l'association, c'était pour développer davantage encore son développement. Dans les publics visés, on a parlé des personnes en situation de handicap notamment. Est-ce que tu peux nous donner quels sont les grands publics cibles de l'association ? Ok. Donc sur la boxe adaptée. Donc la boxe adaptée, c'est une boxe pour définir les grandes familles de boxe. Donc la boxe adaptée, c'est pour les publics qui sont porteurs de troubles psychiques, de troubles du neurodéveloppement et de déficiences intellectuelles. Voilà. La handibox, c'est pour les publics qui sont porteurs de handicap moteur,
ou bien de handicap sensoriel, malvoyant, aveugle, sourd, voilà. Nous, au niveau de l'association, très clairement, on a eu cette particularité, parce que ça s'est fait ainsi depuis le début, d'avoir plutôt une activité de boxe adaptée, qui représente 85% des cours que l'on donne, et les 15% restants dans le champ du handicap sont pour des personnes en situation d'handicap moteur essentiellement, un petit peu d'handicap sensoriel, mais pas énorme. Donc ça, c'est pour le handicap. Ensuite, on a la protection de l'enfance qu'on a développée maintenant depuis 3 ans. D'ailleurs, c'est une rencontre assez heureuse, puisqu'en fait, c'était le directeur d'un foyer de vie dans le 20e, qui a évolué dans ses fonctions et qui a pris la tête d'un groupe associatif pour la protection de l'enfance, qui m'a rappelé, qui m'a dit: tiens, ce que tu fais pour le handicap, tu pourrais pas le faire aussi pour les gamins que j'accompagne dans la protection de l'enfance. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé. Aujourd'hui, la protection de l'enfance, ça représente à peu près 20% des cours qu'on donne. Protection de l'enfance, pour qu'on comprenne bien, c'est typiquement des enfants qui ont subi des violences dans leur famille et qui sont placés Alors dans des centres. c'est effectivement des enfants qui bénéficient de mesures de protection parce qu'ils ont été victimes de maltraitance, mais c'est aussi des enfants ou des jeunes qui ont eu un début de parcours sur le plan judiciaire et qu'on a besoin de recadrer, de remettre sur les bons rails. Et pour ça, la boxe, c'est un formidable outil, d'ailleurs pour les deux types de publics, parce que c'est dans la pédagogie un mélange subtil entre l'exigence et la bienveillance. Savoir jouer un petit peu avec ces deux choses-là, et surtout pouvoir travailler avec des gamins qui ont souvent une image qui est dévalorisée d'eux-mêmes. Et donc, comment on travaille avec la boxe dans la notion de dépassement de soi, sur la confiance en eux. Puis forcément, quand ils ont rempli, ces jeunes-là, leur tonneau de confiance en eux, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres. Ok. Reprenons un petit peu tous ces publics dans l'ordre. Donc, vous avez notamment une activité de boxe adaptée. Donc ça, on le redit, c'est pour les publics qui ont qui présentent un handicap côté mental, si j'ai bien compris. Alors, handicap mental, trouble psy, Trouble psy. déficience intellectuelle. Après, trouble psy, il n'y a pas forcément de déficience intellectuelle associée. Ouais. Et puis tous les troubles du neurodéveloppement, notamment un qui est plus dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'autisme. Donc pour les troubles du spectre autistique. Ouais. Comment ça se passe concrètement un cours avec ce type de public? Est-ce que c'est dans les salles Apollo, sur place, dans les établissements médicaux? Est-ce que c'est eux qui viennent? Est-ce que c'est vous qui venez? Comment ça se passe vraiment concrètement? Ok. Alors concrètement, ça se passe dans les deux cas. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des cours qui sont directement dans les salles Apollo. Ça représente à peu près 20% des cours par semaine. Pour te donner un ordre d'idée, on a à peu près une centaine d'heures de cours qu'on anime de façon hebdomadaire, dont 20 heures dans les salles Apollo, et le reste directement dans les structures du milieu médico-social, que ce soit du handicap, protection de l'enfance ou EHPAD. Pourquoi ? Parce que souvent les établissements, ils ont des problématiques d'accompagnement jusque dans les salles. Ils n'ont pas forcément toutes les ressources ou les moyens de pouvoir les accompagner dans les salles Apollo. Donc du coup, on s'organise, on réaffecte à une autre utilisation. Donc on reconvertit par exemple un salon en salle de boxe et on intervient directement dans les structures, ce qui est plus commode pour elles. Et ça, c'est à peu près 80% des cours dans les structures directement qui sont animés. Et ça dure combien de temps? Il y a combien de participants? Quels sont les exercices qu'on fait faire? Est-ce qu'on fait les mêmes exercices à un public qui n'est pas porteur de handicap et à un public qui est porteur d'un handicap? On travaille les coûts. Enfin, voilà, comment ça se matérialise? Ok. Donc les groupes sont des groupes de maximum 10 personnes. Donc ça, c'est vraiment dans l'approche pédagogique que l'association a, d'avoir un suivi individualisé pour chacun. Donc après, il y a des particularités en fonction des types de handicap, mais en règle générale, tu as à peu près un cours qui est compartimenté en 4 temps. Donc toujours un premier temps qu'on appelle la chauffe en fait, un deuxième temps qui est une notion d'apprentissage des gestes techniques, avec
forcément au niveau des instructions données une adaptation. Non, bien sûr. Donc il y a beaucoup de pédagogie par la gestuelle. Voilà, il y a une simplification aussi des termes employés en fonction du type de handicap pour qu'ils accèdent à ça, ou le recours à des matériels adaptés pour faciliter leur apprentissage. Ensuite, un troisième temps qui est plutôt une notion de dépassement, où là on va travailler sur l'image de soi. Ouais, je suis capable de faire ça. Et toujours un dernier temps qui est un temps de retour au calme, relaxation, un peu d'étirement, tout ça. Travail sur le souffle, très important. Donc après, au niveau des handicaps, il y a des adaptations qui seront faites en fonction du handicap moteur. Là, on va plutôt être sur un travail sur le haut de corps, un peu de coordination, de motricité aussi. Ça, c'est formidable pour ça, la boxe. Si tu prends un public autiste, voilà, de toute façon, il y a autant de types d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Et là, pour le coup, il va falloir faire preuve d'une grosse capacité d'analyse et d'observation et d'analyse pour comprendre quels sont les moteurs chez la personne que tu as en face de toi. Faut pas être surpris, par exemple, parfois que pour faire entrer un enfant qui est porteur d'autisme, il faut s'intéresser au train. Et en t'intéressant au train, tu vas le permettre de l'amener petit à petit vers toi, tes objectifs, et ses objectifs pour lui, en fonction de ses capacités, de ses besoins et de ses souhaits, pour qu'il progresse dans la pratique de la boxe. Donc c'est une autre façon de voir le monde, et en fait, eux sont les détenteurs dans le handicap. C'est en ça que c'est un formidable challenge. C'est qu'on peut pas arriver avec des pédagogies de boxe tout à fait standards, normalisées. En fait, c'est eux qui vont nous donner les clés. Toujours l'adaptation, c'est hyper important. Observer, analyser et s'adapter. Et les publics que vous accompagnez, ils reviennent à vos cours? Est-ce qu'ils peuvent venir toutes les semaines, par exemple, ou toutes les 2 semaines ou... Alors, c'est le principe. Donc, en fait, les cours sont des cours récurrents pour pouvoir travailler sur la pertinence et le suivi pédagogique, pour pouvoir mesurer l'impact aussi que ça a chez les bénéficiaires, chez les participants. Donc, en général, le format qui fonctionne bien, c'est des cours hebdomadaires. Et qui après vont varier en fonction de l'âge et du niveau d'handicap ou d'autonomie de la personne. Par exemple, quand on a de jeunes enfants autistes, on peut commencer la boxe en général à partir de 6 ans. Donc eux, on va plutôt être sur des formats d'une demi-heure et plutôt en accompagnement individuel. Après, les adultes, on est plutôt sur des formats d'une heure. Et puis chez les seniors, ça peut osciller entre 30-45 minutes et 1 heure. Voilà, en temps effectif de séance. Et on a ce suivi individualisé là qui fait aussi qu'on a besoin d'avoir une mesure, un suivi au moins sur 6 mois ou 1 an, qui va nous permettre en fin d'année, en fait, auprès de la structure, de lui remettre des livrets de suivi pour chaque participant, qui vont mesurer des notions plutôt sur une dimension sociale, de ponctualité, de courtoisie, etc. Et puis un deuxième volet plutôt sur tout ce qui est motricité, coordination, aptitude physique générale, et puis les aptitudes techniques qu'il a acquises en rapport avec la boxe. Est-ce que j'effectue bien mon crochet? Est-ce que je fais bien mon jab? Etc., etc. Et comment le public réagit? Est-ce qu'il y trouve... est-ce qu'ils vous disent ça m'a permis de m'améliorer, de mieux me concentrer, d'améliorer mon souffle, d'être moins anxieux? Quels sont les retours que les publics... Alors les retours, ils sont de différents types naturellement en fonction de chaque personne. Tu as des personnes qui ressentent beaucoup d'anxiété et d'angoisse, et en général le meilleur ami c'est le sac de frappe, parce que voilà, sur le plan hormonal, ça te permet de générer tout un tas de super hormones. T'as notamment la dopamine et qui va te permettre de pouvoir se concentrer davantage. Donc ils expliquent que la boxe les aide à mieux se concentrer, et la noradrénaline plutôt pour sortir toutes les idées qui viennent parasiter un peu leur pensée. Et puis l'endorphine et l'adrénaline qui sont les hormones qui fait que comme voilà, quand tu sors d'une séance de boxe, tu te sens vachement bien, t'es cool, t'es libéré, t'es relâché. Et ça, c'est les commentaires qui reviennent souvent, très très souvent, la notion de défouloir dans la boxe. Sur le plan de la pédagogie, en revanche, on n'est pas sur du sparring. C'est une boxe qui est dite défensive, donc ils vont travailler sur cible, par exemple sur gants. Il n'y a pas de notion de coup appuyé. Donc il y a un cadre qui est très clairement posé dès le départ, de façon simple et très claire pour chacun. Et il y a aucune sortie du champ qui est permise. Donc ça, c'est très clair là-dessus. Voilà. Et ça pour tous les publics cette fois-ci?
que ce soit pour la parabox ou bon, c'est vrai que bon, dit comme ça pour les enfants, on va pas forcément les mettre à faire du sparring ou des affrontements, mais ça c'est une valeur cardinale qui est pas de coup appuyé, qui est pas de notion d'affrontement ou de Absolument, absolument. C'est valable pour tous ces publics-là. Le travail se fait autrement et sur d'autres objectifs. Tu as notamment un travail qui se fait de lutte contre la sédentarité, un autre de canalisation de l'anxiété et des angoisses, un autre de gestion de l'hyperactivité, notamment chez les jeunes, et puis celui dont je te parlais tout à l'heure, qui est le développement de l'estime de soi, et puis du lien social. Donc voilà, en fait, c'est toujours de la boxe. Mais c'est pas de la boxe comme on peut se l'imaginer, c'est une autre forme de boxe qui répond à des problématiques qui sont encore autres. Et la boxe, c'est un formidable levier, c'est un formidable outil pour accompagner ces publics-là. et même, la boxe sans être porteur de handicap, on peut, se faire énormément plaisir sans jamais faire un sparring. On peut travailler au sac, on peut travailler des enchaînements, techniques sans forcément, mettre les gants, voire le casque, et monter sur le ring. On Exactement, ouais. pour les cette fois-ci côté coach, comment on trouve, des coachs qui ont envie d'aller, vers ces publics? Est-ce qu'ils doivent être, j'imagine que oui, sensibilisés? Est-ce qu'ils doivent avoir une formation, particulière? Alors, il faut qu'il soit impérativement diplômé d'État, en boxe. Voilà. Donc je le précise parce que parfois il peut arriver que dans certaines salles, on ait des gens qui enseignent la boxe, mais qui sont pas réellement diplômés d'État en boxe. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on ne contrevient pas. Après, nous, ce qui est important chez nous, c'est l'empathie, l'appétence que va avoir le coach pour intervenir auprès de ce public-là. Parce qu'en fait, les personnes en fragilité, ce sont des scanners. Ils voient tout de suite si on joue franc jeu avec eux ou pas. Et en gros, si le coach est pas aligné, s'il vient là, mais sans avoir vraiment envie de venir, ils vont le ressentir tout de suite et ça tiendra pas dans la durée. Donc, il y a cette dimension humaine-là qui est hyper importante. Après, certains coachs ont en plus des spécialisations, mais il n'y a pas d'obligation par rapport au handicap, notamment. Et puis d'autres sont là parce qu'ils ont envie qu'humainement, voilà, ils ont leur diplôme d'État en boxe et humainement, ils ont envie de pouvoir goûter à autre chose. Et souvent, ce que l'on entend de la part des coachs, c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est que ça nourrit aussi leur enseignement traditionnel avec les publics qu'ils ont au quotidien, publics donc non porteurs de fragilité. Voilà, parce que ça apprend l'écoute, ça apprend la patience, ça apprend à observer aussi le handicap, à analyser, adapter ses méthodes. Et ça, c'est formidable. Et moi, si je pouvais envoyer un message à tous les coachs de boxe, voilà, après chacun fait ce qu'il veut naturellement, mais faites 1 heure ou 2 heures par semaine, consacrez 1 heure ou 2 heures aux personnes en situation de fragilité. Vous verrez, c'est une aventure qui vaut vraiment le coup. Voilà, sans même parler de faire un temps plein avec ce type de public-là, mais 1 heure ou 2 heures, voilà, tentez l'aventure si ça vous dit. Et est-ce que au début, j'imagine qu'il y a un petit temps, d'adaptation, on ne sait pas toujours, comment réagir, se positionner, ça c'est quelque chose qui vient assez vite si on arrive avec de la bonne volonté en tant que coach? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, bon, les coachs déjà sont habitués à adapter. Bon, voilà, on va pas leur apprendre leur métier, donc ils sont habitués à adapter la charge demandée, la nature des exercices, etc. Là, il y a une adaptation qui se fait essentiellement sur le plan du langage. Donc, avec la simplification, on va pas employer des termes trop techniques ou trop jargonnants, parce que ça ne passera pas, tout simplement. Pour d'autres types de publics, on va adapter le matériel. Par exemple, pour les publics autistes, on a une matérialisation qui se fait au niveau du sol pour qu'ils comprennent bien par des plots de couleurs, qui auront des couleurs différentes en fonction du temps de la séance dans lequel on se trouvera. Il y a un temps bleu, il y a un temps jaune, un temps vert, etc. C'est une façon de travailler comme ça. Pour les publics aveugles, je te donne quelques exemples. On coud des grelots sur les pattes d'ours. Et en fait, ça D'accord. marche extrêmement bien parce que tu leur présentes les pattes d'ours avec les grelots, tu les vois, si tu es à l'autre bout de la salle, t'as pas l'impression qu'ils sont aveugles. En fait, ils vont se repérer, bam, 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 ça tape sur la patte d'ours, c'est Mmh. incroyable, incroyable. Sur les publics autistes, on va travailler en matérialisant des zones sur les sacs de frappe aussi. Donc il y a toujours cette dimension ludique
qui revient pour aller les chercher et les amener à travailler des objectifs spécifiques à eux. Ah, c'est super de voir comment on adapte la pratique, on fait preuve d'imagination, on utilise les sens différemment. C'est certain qu'en boxe traditionnelle, on ne viendrait pas à l'idée de recourir à l'ouïe pour viser une cible. Et l'exemple des grelots est super, est super intéressant. Non, c'est top. Est-ce que tu as senti avec les Jeux paralympiques un avant ou un après? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un gros coup de boost et ensuite c'est retombé dans la pratique, dans la vision des gens, dans les publics? Est-ce que tu as senti qu'il y avait un changement? Alors clairement, je vais te répondre en 2 temps. Sur la partie des Jeux olympiques et paralympiques, et plus spécifiquement sur les Jeux paralympiques, on a senti vraiment qu'il y avait un changement de dimension. Il y avait beaucoup plus d'exposition sur le plan médiatique, à la télé. Tu as vu le nombre de compétitions qui ont été diffusées. Les stades étaient bondés. Moi, pour le coup, on a reçu pas mal d'invitations et je remercie encore la ville de Paris pour nos établissements partenaires qui nous a permis de pouvoir emmener un peu plus de 200 personnes en situation de fragilité sur différentes épreuves de judo, de boxe aussi à Villepinte, et puis on a même fait des finales à Roland-Garros. Donc c'était vraiment top à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'il y a la partie après, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la ville de Paris, ils ont développé un réseau des clubs par accueillants. Donc ça, c'est une formidable initiative qui permet en fait aujourd'hui aux aidants et aux familles de trouver la discipline sportive que souhaite leur enfant. Donc il y a une carte qui a été créée pour ça où on peut voir si quel type de handicap est accueilli dans tel club, quelle discipline est pratiquée, quels sont les horaires, les contacts, ce qui n'existait pas avant. C'est une formidable initiative qui en plus a fait l'objet de subventions aussi pour les clubs par accueillants et nous a permis d'avoir des cotisations réduites pour nos adhérents des sections de boxe adaptée. Donc ce qui est pas négligeable parce que ça leur permet quand même de payer une centaine d'euros en moins à l'année. Et voilà, donc ça a aidé. Après, moi l'héritage aussi. Euh, J'étais dans les 12 derniers relayeurs de la flamme paralympique. Donc en fait, la flamme paralympique a cette particularité, c'est qu'elle est divisée en 12 et elle était réunie à Paris, devant l'hôtel de ville au même moment. Je faisais partie des 12 derniers. En tant qu'éclaireur, on a aussi une mission d'aller au-delà des Jeux paralympiques, de pérenniser l'héritage des Jeux. Et c'est comme ça que moi, maintenant, depuis le mois de septembre l'année dernière, 2-3 fois par mois, je me déplace dans les structures, je vais présenter la tenue de relayeur, je vais parler des valeurs de l'olympisme et du paralympisme, je vais leur présenter aussi le cœur de la torche, en fait, de la flamme paralympique. C'est des moments extraordinaires parce que ça permet de répondre à plein de questions. Dans des clubs para-accueillants ou dans tous les clubs? Dans les établissements du milieu médico-social. Donc c'est pas dans des clubs sportifs, c'est vraiment dans des ESAT qui accueillent des travailleurs en situation de handicap ou des foyers de vie. ESAT, c'est l'ESAT, c'est un établissement qui accueille en journée, donc en gros c'est du lundi au vendredi, des personnes en situation de handicap qui vont travailler sur différents métiers. Tu peux avoir du conditionnement, de l'espace vert, voilà, tout un tas de la restauration, du service, voilà. Et toi, tu vas dans ces structures pour présenter ce que tu fais? Absolument. Donc en fait, on les appelle. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont pas suffisamment contactés. Donc on a une partie phoning où on appelle les structures. On leur explique, voilà, en 3-4 mots, quelles sont les problématiques, parce qu'il faut leur parler dans un langage auquel ils sont réceptifs, d'ailleurs qui correspond à leurs problématiques de santé pour les personnes qu'ils accompagnent. Et puis après, libre à eux de nous rencontrer. On les rencontre, on leur présente le programme, les avantages du programme, et puis après, libre à eux de se lancer sur un partenariat avec nous. Ok, je vois comment ça fonctionne et vous êtes bien accueillis. Les gens comprennent instinctivement ce que vous faites. Il y a plutôt un bon taux de conversion. Ouais, en gros, quand on a un rendez-vous, 50% du temps, on a un partenariat qui est mis en place ensuite. C'est des ratios. Alors toi, qui est un petit peu dans le domaine, je crois beaucoup plus que moi, en tout cas.
C'est des ratios qui n'ont rien à voir avec la prospection classique. Donc c'est plus simple, mais aussi parce que, comme je te l'indiquais tout à l'heure, il y a un réel besoin. Et puis il y a des freins psychologiques qui se lèvent sur la boxe aussi, parce que souvent on a l'impression que la boxe, y compris de la part des personnes en situation de handicap, ils ont peur de se faire mal avec la boxe. Et puis après, quand ils se lancent dedans, ils se rendent compte qu'en fait non, on se fait pas mal à la boxe. Au contraire, on se fait énormément de bien. On s'en sent en meilleure santé, on se sent mieux sur le plan mental, sur le plan de la sensation, du bien-être. Donc voilà, petit à petit, on sent qu'il y a des barrières qui commencent à tomber. Et c'est ça aussi l'héritage des jeux, c'est faire en sorte que le soufflet ne retombe pas, de continuer à disséminer ça, à essaimer ça dans les structures partenaires ou qu'on rencontre. Et puis ça prend aussi une autre forme, puisqu'on a organisé d'ailleurs pas très loin de tes studios, au gymnase Japic, au lieu de la boxe à Paris, le 17 mai dernier, on a organisé une grande journée de la boxe pour tous, qui a reçu le parrainage du gouvernement, donc du ministère des Sports et des Solidarités, avec un certain nombre de conférences qui ont été organisées. Donc il y avait une conférence sur la boxe et le handicap, avec Étienne Pau notamment, qui est le délégué interministériel aux troubles du neurodéveloppement. Il y avait Laly Dugelet, qui est une jeune femme porteuse de troubles du spectre autistique et qui est pratiquante de boxe, et Jean-Pierre Masdois, qui est le vice-président de la Fédé de boxe française et qui dirige la commission inclusion. Voilà. Boxe française d'ailleurs, qui bouge en ce moment pas mal sur le sujet du handicap. Ouais. On va en parler des institutions ensuite. Tu m'as parlé de ces partenariats. Aujourd'hui, vous accompagnez combien de personnes ? Aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 millier de personnes qui sont accompagnées. Donc à raison d'un cours hebdomadaire, donc un cours, on va dire 1 heure pour vulgariser. Voilà. Et pour bien comprendre, vous, en tant qu'association, est-ce que vous avez soit des subventions où est-ce que vous facturez pour ces cours ? Comment ça fonctionne économiquement ? Alors, donc il y a une convention de partenariat qui est établie, qui aboutit sur une facturation. Et en fait, nous, on s'est réveillés assez tard, en fait, parce qu'on nous a expliqué qu'il y avait des subventions pour les associations. On n'a pas été le chercher de nous-mêmes. Quand on a appris ça, donc nous, on n'a pas besoin de subventions pour vivre. En fait, quand on a une subvention, ça va permettre à l'établissement partenaire de payer moins cher son cours. Voilà, donc on n'est pas dépendant de ça. C'est aussi un modèle qui intéresse les institutionnels, les acteurs publics, parce qu'ils se disent, ok, là j'ai une association qui est viable, et qu'en gros, si je lui verse quelque chose, je sais que ça profitera au final à une structure partenaire. Donc voilà. Et on s'est lancé là-dedans dans les subventions en fait parce qu'on nous a dit que on pouvait en fait, qu'on avait le droit aussi et que ça pourrait profiter. D'autant plus que de ce que je comprends, c'est une sorte de mission de service public, d'aller chercher ces publics qu'un acteur privé n'irait pas chercher parce que c'est pas rentable ou c'est compliqué. Et vous faites la démarche d'aller vers ces publics, et donc qu'il y ait de l'argent public qui subventionne ça ne me paraît pas choquant, dans l'idée, dans le sens où vous n'avez pas une activité marchande. Non, c'est pas du tout choquant. Puis encore une fois, c'est parfaitement complémentaire. Nous, on fait ça du lundi au vendredi, et je dirais même jusqu'au dimanche, 7 jours sur 7, H24. Après, il y a les structures sportives, assos sportives, qui elles ont souvent des professionnels qui travaillent en journée dans un autre métier. Et eux n'ont que le soir ou voire le week-end. C'est un travail formidable qu'ils font aussi, qui est parfaitement complémentaire du nôtre. Donc là, on comprend qu'ils aient besoin de subventions. En fait, c'est pas du tout, l'un n'est pas du tout, n'exclut pas l'autre. Au contraire, c'est de toute façon, il y a que ensemble et en intelligence collective qu'on arrivera à avancer. Voilà. Mais effectivement, 1 euro qui est versé en fait dans ce cadre-là, c'est 1 euro qui va profiter aux structures partenaires. Et ça nous a permis, par exemple, de financer les cours sur un dispositif là du Conseil général de Seine-Saint-Denis dans un peu plus de 5 établissements l'année dernière. Ouais. On a parlé de la boxe adaptée, de l'handibox. Vous accompagnez aussi des publics, donc des seniors, et à l'inverse des enfants.
Quels sont comment ça se passe aussi dans ces cas-là? Quels sont les bienfaits quand on est senior de faire du sport? Je pense par exemple à la maladie d'Alzheimer. Je pense au fait d'être autonome le plus longtemps possible. Alors, les seniors, nous, on a une petite particularité, c'est qu'on a développé en fait un programme en lien avec Clara Haineuse de la Fédération française de savate boxe française, un programme spécifiquement pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, qui va permettre de travailler sur plusieurs problématiques. Un qui est important, c'est la prévention de la risque de chute. De la perte d'autonomie aussi, parce qu'on fait un peu de renforcement, de tonicité musculaire, etc. Il y a un travail sur la dimension cognitive aussi. Par exemple, sur une séquence de boxe, je sais pas si tu dis gauche-gauche, droite-gauche, ça va permettre de travailler sur la mémoire notamment. Alors même quand on n'a pas la maladie d'Alzheimer, parfois c'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et puis aussi et surtout le développement du lien social, parce que quand tu as un groupe de personnes en EHPAD ou de seniors et qui pratiquent ensemble, encore une fois, la boxe défensive, sans coup appuyé ensemble, ça rapproche, ça soude, ça renforce les liens, ça crée un esprit de cohésion, on découvre un co-résident d'une autre façon, le voit boxer, et c'est sympa et ça renforce, ça ressoude tout le monde. Ouais. Et pour les enfants? Pour les enfants, le gros point, c'est le travail sur l'image de soi. En tout cas, nous, pour les enfants qu'on accompagne, parce que c'est des enfants qui sont porteurs, malgré leur jeune âge, de très très lourds bagages, avec des histoires hyper compliquées. Et en fait, on se rend compte que la boxe leur apporte un cadre, leur apporte une structure avec des repères. Le matin, quand je me lève, que je vais à mon cours de boxe, je prépare mes gants, je prépare ma serviette, ma gourde, mes vêtements pour aller à l'entraînement. Donc, il y a un rituel qui s'installe, Ça donne un une cadre, préparation. voire même une discipline d'une certaine manière. Complètement. Et la discipline, elle intervient clairement pendant le cours, parce que là, il n'y a pas de je vais à gauche, je vais à droite. Non, tout est clairement défini, des différents temps. Et ça nous permet aussi de travailler sur le dépassement qu'ils ont d'eux-mêmes. Par exemple, dire oui, tu vas faire 50 pompes en début d'année, et tu feras ça en milieu d'année ou en fin d'année. Souvent, ça arrive, mais non, incapable de faire ça et tout. Puis après, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire. Et de découvrir en fait des capacités qu'ils soupçonnaient pas forcément d'eux-mêmes, soit parce que ils ont reçu comme parole de leur entourage et qui ont fait qu'ils ont eu un sentiment dévalorisé d'eux-mêmes. Et la boxe les aide à reprendre confiance en eux en fait, à se rendre compte qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de choses que ce qu'ils imaginent. Et puis renforcer avec les copains aussi, parce que quand on s'entraîne à la boxe avec des copains, ça renforce, ça ressoude les liens, ça crée du lien tout de suite, et du coup de permettre de retravailler le lien social pour des enfants qui arrivent souvent dans de mauvaises conditions. Et depuis que tu diriges ce programme depuis 2019, j'imagine qu'il y a des enfants que tu as pu voir évoluer. Est-ce que tu as assisté à des belles histoires? Ouais. J'ai au niveau de l'enfance, déjà il y a des histoires que nous racontent nos partenaires, de la protection de l'enfance où ils nous expliquent tiens tel enfant ça y est il a ouvert sa boulangerie au bout de 2-3 ans d'activité. Voilà, donc ça fait plaisir. Sur les publics en situation de handicap aussi, des fois, il y a des choses assez incroyables qui se produisent, notamment quand un autiste améliore au niveau de l'expression verbale. Là, on a une jeune comme ça qui a énormément amélioré. Et apparemment, la boxe, des dires de ses parents, n'y est pas étrangère. Ça peut être aussi dans le rapport aussi. Certains n'ont pas du tout envie d'être touchés. Puis quand vous avez une personne qui vous serre dans ses bras, vous comprenez, et l'équipe éducative vous dit que là c'est pas rien. Donc voilà, la boxe c'est vraiment une façon ludique de travailler des choses super sérieuses et super importantes pour les bénéficiaires. Vous avez des moments de célébration également avec ces galas dont tu parlais. Ouais. Tu peux nous raconter comment ça se passe? Ça se passe super bien, c'est génial. Là, le dernier, c'était le 17 mai au gymnase Japy.
Donc, faut imaginer qu'on a eu un peu plus de 900 personnes qui sont venues sur la journée. Tout le monde était mélangé. Il n'y avait pas de je suis en handicap ou je suis en fragilité, je suis de la protection de l'enfant, je suis tout le monde était boxeur quand tu avais franchi le pas de la salle. Et en fait, les cérémonies, on avait installé un podium, donc il y avait les conférences en même temps, il y avait des assauts de jeunes sur le ring. Et eux étaient au centre du gymnase et on leur remettait les diplômes et les médailles qui sont des moments hyper importants parce qu'on arrive en fin de cycle. Ça valorise l'engagement, la progression qu'ils ont accomplie tout au long de l'année. Et puis il y a aussi un autre effet qui est intéressant, un peu du billard à trois bandes, c'est que les copains qui accompagnent du centre ou de la structure spécialisée se disent bah tiens après tout si lui il a eu ses médailles, bah moi je vais peut-être me lancer en boxe aussi l'année prochaine parce que ça me dirait bien aussi d'avoir une médaille, donc ça peut être un élément déclencheur pour le passage à l'activité boxe. Ça avait l'air d'être une franche réussite. C'était top, top. Tu parlais également des fédérations et des institutionnels. Ça, tu sens qu'il y a du mouvement en ce moment sur toute la boxe para? Sur la fédération de boxe française notamment, oui, là, on sent qu'il y a une commission dédiée à l'inclusion qui est en train de se mettre en place avec des gens, voilà, qui ont vraiment à cœur de faire quelque chose, que ce soit en matière de sport santé, mais également en matière de sport adapté. Sport santé, c'est plutôt pour les gens qui sont atteints de maladies à longue durée. Et puis boxe adaptée, du coup, pour les publics en situation d'handicap. La boxe anglaise aussi fait pas mal. Il y a notamment Thierry Maroudin-Jasmin qui est bien connu également au niveau de la Fédé, qui fait un super boulot en matière de handibox, qui organise régulièrement des galas. Là, pour le coup, plus en compétition. Et nous, là, on commence à voir un peu, d'ailleurs, des publics qu'on accompagnait jusqu'à présent et qui commence à se trouver un goût pour la compétition et qu'on est en train de préparer. On a notamment une jeune femme là, pour qui j'ai une pensée particulière, c'est Amélie, qu'on accompagne depuis bientôt 2 ans, qui là est en train de se préparer donc en cours collectif et en coaching individuel parce qu'elle aimerait monter sur le ring et faire des compétitions de boxe adaptée. Est-ce que tu sens que ce mouvement il a lieu parce qu'il y a de plus en plus d'adhérents? Ou, à l'inverse, on a envie qu'il y ait de plus en plus d'adhérents, alors les choses se mettent en mouvement? Bah, nous, clairement, là, pour la rentrée, d'ailleurs, je suis un petit peu en retard. Faut que je revienne vers tout le monde, mais on a eu une centaine de demandes de contact pour les cours de boxe adaptés sur Paris. Donc là, il y a un travail de filtrage, de tri pour classer par âge, par type de handicap. Et l'année dernière, c'était combien de demandes? L'année dernière, on était sur une trentaine de demandes. Ah donc tu fais plus de fois 3 Ouais. sur une année? Ouais. C'est énorme. Ouais. Ouais, c'est le travail qui est fait également dans l'engagement, la visibilité qu'on a auprès des institutionnels qui relaient des médias comme le podcast Investir le Ring et tout. Donc c'est sûr que ça nous ouvre des portes, mais notre objectif numéro 1, encore une fois, c'est pas d'ouvrir des portes ou d'être connu. Ou nous, c'est comment on peut encore mieux accompagner, mieux développer la pratique de la boxe chez ces publics-là. Pour finir, j'ai vu que tu avais reçu une lettre d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est, des paillettes? Ça fait, j'imagine, toujours plaisir, mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret derrière ou c'est juste pour faire joli? Alors, c'est une forme de valorisation. C'est une reconnaissance qui est symbolique, hein, parce que c'est voilà le président de la République. Après, encore une fois, nous c'est un levier pour nous. C'est pas une finalité de recevoir Mmh. une lettre ou un objectif de recevoir une lettre du président de la République. Mais je te cache pas que si ça peut nous ouvrir des portes auprès de partenaires, auprès de fondations d'entreprises, auprès d'institutionnels, pour encore une fois permettre de développer encore davantage les bienfaits de la boxe et du sport en général auprès des publics qu'on accompagne, on est preneur. Donc un outil, un moyen, oui. Une finalité, non. Non, bien sûr, c'est un élément, voilà, de réassurance en se disant: «Ah oui, quand tu dis ça ou quand les gens l'apprennent, ils se disent: "Bon, ben, voilà, l'association Apollo, c'est du sérieux, c'est reconnu, il y a eu les JO, il y a eu la lettre, plein de choses".
Donc c'est peut-être plus comme ça que tu le considères. Ouais. Alors, on avait eu une rencontre en plus avec lui lors des vœux olympiques et paralympiques au monde du sport. Donc on s'était rencontrés en fait à l'INSEP et moi j'étais venu avec un résident qui est en fauteuil d'un foyer dans le 19e, qui est le foyer du Pont de Flandre, qui s'appelle Saad. Et en fait on avait eu une rencontre qui a été mémorable pour nous deux d'ailleurs avec le président de la République. Et puis le lien s'est tissé depuis. On a eu l'occasion de rencontrer les conseillers au sport, d'échanger sur des sujets de comment le sport peut évoluer, et plus spécifiquement la boxe, notamment en matière de promotion de l'activité physique et sportive pour ces publics-là. Donc il y a plein de pistes qui partent en ce moment avec des modèles de promotion du sport résolument différents de tout ce qui a pu être fait aujourd'hui. Comment, pour te contacter, il y a un site, celui de l'association Apollo. Ouais, c'est le site association-apollo.fr. On peut te contacter sur LinkedIn aussi, peut-être? On peut nous contacter sur LinkedIn, donc sur la page LinkedIn de l'association Apollo. On peut nous contacter également par mail sur contact@association-apollo.fr. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Yann, et dont tu aimerais qu'on parle, ou un sujet peut-être que j'ai pas mentionné? Moi je tiens à saluer en fait le positionnement du podcast Investir le Ring. La boxe avait vraiment besoin d'un podcast comme ça, je pense. C'est un sport qui peut que s'enrichir en fait. J'avais écouté déjà les 2-3 premiers podcasts hyper enrichissants. Donc c'est vraiment top et c'est top encore plus parce que ça nous permet aussi de mettre en avant, d'ailleurs pas que l'association Apollo mais la boxe au sens large, de l'impact social que ça peut apporter, qui est encore une fois dingue. Moi j'étais pas connaisseur de boxe avant de rejoindre l'association Apollo, en toute franchise. En revanche, je peux témoigner de ce que je vois au quotidien avec les publics qu'on accompagne. C'est un sport qui est formidable. En fait, c'est même plus qu'un sport, c'est pas un jeu, c'est une école de la vie en fait, la boxe. Et ça, quels que soient les handicaps ou de protection de l'enfance et tout, c'est pour moi c'est une rencontre à laquelle je m'attendais pas forcément, la rencontre avec la boxe, mais qui est magnifique. Merci beaucoup, Yann. Grand merci à toi. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.